Les avocats ont peur. Oui, Ils ont c'est peur de se montrer, ils ont peur des avis clients. Oui. Mais quand on exerce bien la profession, il n'y a pas de souci. On nous parle pas de business. On parle beaucoup de C'est théorie, vrai. beaucoup de droit, le code civil, etc. Enfin, la performance, les plaidoiries. Bon, c'est très bien. Mais on gagne quand même notre vie, c'est quand même notre métier. Devenir riche en étant avocat, honnêtement, clairement, si t'es fiscaliste, oui. Oui. Le droit de la famille, c'est vraiment le parent pauvre, quoi. Moi, qui suis jeune avocate, j'ai eu l'impression, quand je suis arrivée, qu'il fallait que je choisisse un camp. Vraiment, il y a de la place pour tout le monde. D'accord. Franchement, il y a des endroits en France, il n'y a pas d'avocats. Moi, sur C'est vrai. Aix-en-Provence, C'est plus calme. je suis très mal vue, hein, parce que C'est- Bonjour, bienvenue sur Cause Alex. Aujourd'hui, on va parler rentabilité, business, communication et développement de clientèle d'un cabinet d'avocats. J'ai le grand plaisir de recevoir Elsa Scheder, avocate au barreau d'Aix-en-Provence depuis janvier 2012, c'est Ouais, ça? c'est ça. Bonjour Elsa, Bonjour. comment vas-tu? Bah écoute, super. Ok. On va revenir un peu sur ton parcours. Ouais. Avocate, ça a été pour toi une évidence ou plutôt un choix stratégique de carrière? Ah oui, alors moi, avocate, ça a été un peu un hasard, en fait. D'accord. Ouais. Moi, quand j'étais jeune, ce que je voulais faire, c'était diplomate, donc parcours Sciences Po. Mhm. J'ai raté le concours, je me suis retrouvée à la D'accord. fac de droit, parce qu'en fait, à Ok. Aix, par dépit, on faisait tous, en tout cas, fac de Mhm. droit. Mhm. Et en fait, ça a été une passion, quoi, le droit. Donc, voilà. Après, je savais pas trop ce que je voulais faire, un peu comme D'accord. tous les étudiants, Oui, en fac droit. de droit. Et j'ai suivi un petit peu les copines. J'ai hésité entre magistrature et avocature. Mhm. Et puis, j'ai réussi le concours du premier coup. Donc, D'accord. ça s'est fait comme ça. Ok, donc tu as appris à découvrir le monde du droit et finalement tu t'y es attachée Ouais. et tu es devenue avocate. Tu as d'abord, il y a plusieurs modes d'exercice, on l'avait déjà rappelé dans une précédente vidéo, donc la collaboration, etc. Tu as d'abord été en collaboration et ensuite tu as lancé ton cabinet. Comment t'es venue finalement, comment tu as fait cette passation? Le déclic est venu à quel moment? Alors, Et moi, ouais, les débuts ont été, je sais pas comment dire, difficiles, on va dire. Mhm. J'ai enchaîné les collabs pendant 4 ans. D'accord. Donc, j'ai pas mal changé de cabinet. Mhm. Je trouvais pas vraiment ma place. Il y avait D'accord. rien qui me correspondait. Je restais 1 an. Et après, au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, la collaboration, faut que je prenne le maximum de ce que je peux prendre, quoi. Il faut que j'apprenne tout, le métier, les codes, en fait, avec Oui. les juridictions, tout ça. Mhm. Et j'ai pas appris, par contre, le côté business, quoi. Ah, Pas du tout. d'accord. Et en fait, le vrai déclic, c'est que j'ai eu un enfant. Mhm. Et quand je suis rentrée de congé maternité, je me suis dit, mais en fait, c'est plus possible, quoi. Stop. Ouais. D'accord. Et donc, tu as lancé ton cabinet, tu as certainement rencontré des enjeux, des difficultés aussi. Ça a été quoi la plus grande difficulté? Parce que quand on monte un cabinet toute seule, il y a aussi de l'aspect financier, mais il y a tout. En fait, il y a tellement de choses à prendre sur les épaules, l'aspect administratif aussi. Quel a été le plus grand enjeu finalement que tu as rencontré, que tu as certainement relevé aujourd'hui, mais que tu as rencontré quand tu as décidé de lancer ton cabinet? En fait, il y en a tellement. Mais je pense que ce qui a été le plus dur, c'était d'être seule, en fait. D'accord. De ne pas être accompagnée, d'être vraiment... comme Au pied jetée du dans mur. le grand bain, quoi. Mhm. Ouais. D'accord. Et je pensais que, en ayant fait toutes ces années on fait quand même beaucoup d'études de droit, donc Tout à on fait. se dit, c'est bon, le droit, on le connaît. Mais en fait, le métier, quand Oui. on est vraiment seul, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a connu, même en collab, quoi. D'accord. Donc ça, c'était, pour moi, c'était difficile. Après, il y avait plein d'autres difficultés, ça, c'est sûr. Évidemment. D'accord. Alors, à contrario des autres vidéos, et je vous l'annonce, aujourd'hui, on va fonctionner par thème. Donc, il y a 7 thèmes avec des questions, parce que pour préparer cet entretien, j'ai posé autour de moi des questions à des confrères, jeunes, moins jeunes, à des futurs étudiants aussi, qui se demandent finalement, en fait, ils ont une telle... c'est tellement éloigné finalement d'eux, parfois, parce que même parfois en collaboration, on se dit, mais je vais pas lancer mon cabinet parce que j'ai pas tous les codes, je ne sais pas comment faire. Donc, je trouvais que c'était la personne appropriée, parce que je sais que tu fais aussi des coachings sur les réseaux sociaux, c'est d'ailleurs comme ça que je t'ai connue. Donc, tu amènes finalement les clés pour pouvoir être rentable, pour pouvoir ouvrir son cabinet. Donc, je trouvais que tu étais la personne appropriée pour te poser ces questions. À chaque fois, j'annoncerai évidemment les thèmes et les questions viendront après. On est d'accord? Ouais. Parfait. D'abord, sur la communication et la visibilité, tu es sur les réseaux sociaux, tu es sur Instagram. D'où est venue finalement l'idée d'arriver sur Instagram et de pouvoir proposer des coachings aux autres consoeurs et confrères qui t'entourent? Alors, moi, au début, j'étais sur LinkedIn beaucoup. Ok. Pour mon activité d'avocat.
C'était il y a 10 ans de ça. Et je trouvais que c'était pertinent. D'accord. Ça faisait sérieux. Et puis, le réseau LinkedIn, voilà, je trouve qu'il a mal évolué. Et ça fait 2 ans que j'ai créé mon compte Instagram. Donc, ça reste assez récent. Et par contre, c'était pas pour trouver des clients pour mon cabinet d'avocat, c'était vraiment pour partager vraiment mon expérience du métier d'avocat. D'accord. Donc à destination des autres avocats. Et je trouvais qu'Instagram, c'était vraiment bien parce que c'est spontané en fait. Oui. On peut faire des stories, on peut partager des choses sans trop y réfléchir. Et moi, j'aimais bien ce côté, j'aime bien ce côté-là d'Instagram. Après, bien sûr, il faut toujours faire quand même hyper attention à la déontologie. Oui. Donc voilà, on peut pas dire les choses comme ça, mais c'est vrai que ça reste quand même, je trouve, le réseau social qui est le plus intéressant, quoi. Et est-ce que tu t'es fait accompagner finalement donc par un professionnel qui pourrait éventuellement te donner les codes, ou est-ce que finalement tu y vas et puis parce que on voit qu'il y a certains confrères aussi qui ont pu faire certaines erreurs, il y a certains pièges à éviter. Comment est-ce que tu arrives à respecter, à rester toujours dans les codes? Est-ce que tu te donnes peut-être toi une conduite particulière, ou est-ce que finalement on est sur une spontanéité et parfois on va au-delà des règles, mais est-ce que finalement, tu as vraiment toi-même, tu t'appliques une déontologie dans cette communication? Ouais. Alors moi, j'ai pas du tout été accompagnée, non, pas du tout. Par contre, je passe tellement de temps sur Instagram que j'ai compris en fait comment ça fonctionnait. Tu connais les codes. Voilà. Il y a aussi des comptes de filles qui font du business sur Instagram, qui t'expliquent comment développer une communauté. Donc voilà, j'ai suivi. D'accord. Après, moi, ce que je pense, c'est ce que je dis en tout cas à chaque fois en coaching ou en formation, c'est qu'il faut être authentique en fait. Oui. Et moi, mon compte, il me ressemble en fait. D'accord. Donc, oui, tu partages tes vacances avec tes enfants. Oui, etc. Il n'y a rien de créé, de faux. Après, c'est évidemment qu'une partie de ma vie. Bien sûr, bien sûr. Mais après, il y a quand même beaucoup de réflexion derrière. C'est-à-dire que quand j'ai créé ce compte, je me suis dit, qu'est-ce que je veux être comme avocat sur Instagram? Parce qu'on voit un peu de tout. Et voilà, moi, je voulais que ça soit quand même quelque chose qui reflète la profession telle que je la vois. Donc, avec quand même une certaine présence... prestance, etc. Tu vois. Bien sûr. Et donc voilà, mais ça me correspond. Donc, Et est-ce que tu as une cible en particulier où tu vises tout le monde? Finalement, ça peut être un étudiant qui tombe sur ton compte et qui est super content parce que finalement, il a plein de clés avant même de devenir avocat, ou ça peut être une avocate, une jeune ou une moins jeune, qui aussi découvre ton compte avec plaisir. Est-ce que tu as une cible particulière et donc que tu adaptes ton image à cette cible, ou finalement, est-ce que... tu y vas et puis ça peut être un peu... je veux dire, tout le monde peut tomber sur ton compte. Est-ce que tu as cette adaptation d'image finalement? Alors, en fait, au début, je ciblais beaucoup les femmes avocates qui... parce qu'en fait, voilà, moi, je me dis aussi, j'ai des choses à partager et je pense qu'il y en a d'autres qui sont dans la même situation que moi. Mais au final, dans mon... Comment on dit dans les personnes qui me suivent, j'ai beaucoup de jeunes, d'étudiants. Okay. Après, j'ai des avocates qui sont plus âgées aussi. Et on se sent rassuré, on se sent rassuré justement en tant que femme, qu'une femme nous dise justement comment elle a réussi, et puis les clés, etc. Donc effectivement, surtout qu'on peut avoir une vie perso, quoi. Ah oui, ça c'est vrai, c'est vrai. On n'en a pas toujours tous une. Ça dépend des avocats, mais c'est aussi une façon. C'est un choix. Finalement, c'est un choix que l'on fait. Oui, tout à fait. Ça dépend à quel moment on est dans notre carrière. Non, mais moi, j'avais pas de vie perso au début, en fait. Oui. C'est ce que je dis, c'est que moi, c'était tellement une passion que vraiment, les premières années, je ne prenais pas de vacances. J'étais sur la liste de défense pénale. Ça m'allait très bien. Mais passé 40 ans, voilà, c'est plus compliqué. On a envie d'autre chose. Donc, je m'adresse aussi en fait à toutes ces avocates-là, quoi. D'accord. Et sur le développement de la clientèle maintenant, est-ce que Instagram, notamment, alors tu as parlé de LinkedIn, mais Instagram, je vais me concentrer sur les réseaux sociaux parce que c'est finalement aujourd'hui là où tu es le plus présente. Est-ce que ça t'a permis d'avoir plus de clients? Alors, pas de clients pour mon cabinet. D'accord, ok. Pas du tout. Je pense qu'il n'y a aucun client qui me suit. Ok, d'accord, ok. Et non, par contre, voilà, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai développé ce que je ne pensais pas du tout faire, mais une activité de coaching et de formation. Donc là, aujourd'hui, tous mes clients avocats sont sur Instagram, en fait. D'accord, donc tu as une clientèle d'avocats et une clientèle de clients perso qui te Voilà, j'ai deux activités. Tu as deux activités, d'accord. Ouais. Et qu'est-ce que tu apportes justement à cette clientèle d'avocats concrètement dans les coachings? On en a parlé assez brièvement, mais qu'on puisse comprendre vraiment, qu'est-ce que tu proposes, qu'est-ce que tu apportes?
Alors, l'avocat qui va me réserver un coaching, je vais lui poser déjà des questions toutes simples, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il recherche, quelle est sa problématique. Donc, en général, il y en a plusieurs. D'accord. Et c'est vrai que ce qui revient souvent, c'est soit une problématique d'installation, comment je quitte ma collaboration, une problématique argent, comment je facture, je suis paumée, ce genre de choses. Et puis aussi une problématique par rapport à l'organisation. Voilà, de son travail, de sa etc. vie, comment on peut cloisonner, est-ce qu'on cloisonne ou pas entre la vie pro-perso. Donc en fait, c'est ces questions qui reviennent souvent. Mais souvent, c'est lié au fait qu'on s'installe. Après, j'ai aussi des consoeurs qui sont installés depuis un certain temps. D'accord. Et qui sont complètement... qui ne s'y retrouvent pas, voilà, finalement. qui n'arrivent pas à s'organiser. Ok. Voilà. Ok, d'accord. Donc, tu apportes finalement ces clés pour pouvoir Du être recul, rentable en fait. aussi. Hein. Ça leur permet de prendre du recul aussi sur leur situation. D'accord. Moi, j'éclaire certaines choses que je vois parce que du coup, j'ai le recul nécessaire. Et souvent, j'ai fait les mêmes erreurs. Parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Oui, oui. Et du coup, voilà, ça leur permet vraiment de... Mais après, le coaching, le but, c'est de laisser en fait au coaché tracer sa route en fait. Oui, d'accord. Donc tu Trouver vas des venir solutions. l'accompagner, l'assister, lui montrer parfois qu'il faut mieux aller à droite qu'à gauche, mais finalement tu vas lui laisser le temps, le recul aussi nécessaire, parce qu'il faut parfois digérer aussi l'info pour pouvoir mieux développer sa clientèle. C'est un peu ça. D'accord. Ouais. Est-ce que souvent il n'y a pas un problème de légitimité aussi? Est-ce que tu ne le vois pas? Ah oui, bien sûr. Et tu penses que ça vient d'où? Est-ce que ce sont souvent les femmes qui se sentent moins légitimes? Est-ce que finalement c'est quelque chose de général quand on est jeune? Comment, avec ton expérience, tu pourrais voir finalement où la légitimité se trouve en fait dans cette profession? Alors, moi j'ai ma théorie. Je pense que, de toute façon après mon coaching j'ai pas d'homme, mais je sais que en réalité c'est un problème très féminin, le problème de légitimité. Je pense que c'est culturel. C'est parce que voilà, pendant des années les femmes n'avaient pas leur place. Et il n'y avait pas d'avocate aussi. C'est vrai. Voilà, pendant très longtemps. Après, il y a aussi, je trouve, le système scolaire qui fait qu'on est des bonnes élèves. Oui, c'est vrai. Et surtout, quand on fait du droit, c'est quand même très rigide. Absolument. Et quand on devient avocat et qu'on doit monter son cabinet d'avocat, d'un coup, on est censé enlever en fait ce costume de l'élève et de la petite fille en fait qui fait bien les choses pour devenir un avocat, une avocate. Donc il faut changer de posture. Donc ça on le travaille pas mal en coaching avec là plutôt des jeunes avocates qui il y en a qui s'installent tout de suite aussi. Oui, c'est vrai. C'est de plus en plus courant d'ailleurs. Avant, c'était presque le chemin idéal, la collaboration, puis l'installation. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des consoeurs et confrères qui s'installent tout de suite à la sortie de l'école. Et c'est encourageant pour l'avenir. Donc, effectivement, on le voit. Donc, mais plus de légitimité chez les jeunes, j'ai l'impression. Il faut faire cette mue, en fait, de se dire, je suis plus collaboratrice ou je suis plus étudiante. En fait, c'est moi la boss, quoi. Et c'est quoi la différence? À quel moment, comment on peut saisir justement quelque chose qui nous permet de passer d'un costume à l'autre, parce que finalement en collaboration, même si on reste indépendant, on reste des professionnels libéraux, donc on est maître un peu de notre destin d'une certaine façon, ça c'est le principe. La collaboration nous met très souvent sous hiérarchie, et donc comment passer parce que c'est compliqué quand on a été étudiant. Souvent on a des petits boulots, donc on est salarié, voilà. Après, on est en collaboration, donc on reste encore sous cette dynamique de hiérarchie. À quel moment on se dit, c'est le moment, et surtout même quand on se dit c'est le moment, comment on fait véritablement pour pouvoir changer de costume? C'est ça. C'est-à-dire quelle clé, quelle chose prendre en main pour pouvoir changer totalement de posture, changer totalement de mindset et être dans ce rôle de chef d'entreprise finalement. À quel moment on fait et comment faire? Alors, ce que j'ai vécu moi, et je pense que certaines aussi vivent beaucoup, c'est un mal-être en fait, qu'on ressent, on le ressent dans notre corps, dans nos tripes en fait. On se dit, mais en fait, qu'est-ce que je fais là? Moi, je me souviens que j'étais en collab et on m'envoyait plaider à droite à gauche, toujours un peu à l'arrache, de dernière minute. Et j'avais un mal-être. Je me disais, mais en fait, c'est pas comme ça que je veux exercer. Je veux être à mon compte, je veux être indépendante, je veux être la chef en fait. Et donc, quand on ressent ça, je pense que c'est là où il faut se dire, bon, OK, qu'est-ce que je vais mettre en place? Comme je dis toujours, il faut avoir une stratégie. Mais il faut aussi se laisser le temps de faire ce changement, en fait.
Et puis après, c'est de l'expérience. Mhm. Je trouve que la plaidoirie, Oui. c'est quand même un bel exercice. Oui, c'est vrai. Voilà, on est quand même obligé de sortir de ce rôle. Alors, c'est vrai que ça dure pas longtemps, une plaidoirie, Mhm. mais c'est des entraînements, en fait. C'est ça. Voilà, donc, C'est comme tout, hein. C'est comme un sportif qui s'entraîne, Ouais. qui parfois même, il s'entraîne pendant des années, tout va bien, et puis le jour où il faut faire hein, l'exercice, Ouais. le vrai, l'examen, ça échoue. Donc la plaidoirie, c'est un peu ça, parce qu'on a beau s'entraîner, et c'est comme, pour moi, hein, c'est mon expérience personnelle, dans tout dans la vie, parfois on arrive au pied du mur et on est moins bon que pendant Ouais. les entraînements. Et c'est frustrant parce que on se voit, on se dit, mais c'est parfait, c'est bon, je suis prêt. Et en fait, on est Et ouais. finalement jamais prêt. On apprend tout le temps de nos erreurs hein, au fur et à mesure de notre parcours. Et c'est ce qui nous donne de l'humilité aussi, parce que finalement, on n'a jamais fini d'apprendre, même Ouais. si ça fait des années qu'on exerce. Toujours sur le thème de la communication et de la visibilité, et du développement de la clientèle, hein, qui vont un peu, je trouve, de pair. Est-ce que le bouche à oreille est toujours la clé pour avoir des clients, selon toi? Ah oui. Mhm. Ouais. La meilleure clé? Alors, moi, je dirais oui, la meilleure, mais D'accord. la moins chère. Oui, oui, c'est vrai. Surtout, Effectivement, oui, c'est vrai. en Oui. coût d'acquisition, Oui. c'est intéressant. Oui. Après, le bouche à oreille, ça prend un peu de temps. Oui, d'accord. Et Donc, qu'est-ce que tu mets en place justement pour pouvoir fidéliser ta clientèle, donc, et parfois aussi avoir de bonnes relations avec les confrères et consoeurs avec qui tu as l'occasion de travailler, pour justement mettre en place ce bouche à oreille? Comment ça se manifeste finalement de façon Ouais. assez concrète? Alors, la relation client, c'est Oui. c'est hyper important. Mhm. Ça aussi, ça se travaille. Mhm. Moi, je vais te dire, ce que je fais, c'est que je suis authentique, en fait, Mhm, une fois de oui, plus, oui, oui. et que Mhm. j'explique très clairement aux clients, Mhm. dès le départ, Mhm. comment la relation fonctionne et quelles sont mes règles, en fait. D'accord. Quelles sont mes limites, etc. D'accord. Une fois que c'est posé, le client comprend, et si ça ne lui va pas... Il accepte ou non? Voilà, D'accord. ça ne lui va Mais pas... les choses sont mais claires en dès le général, il n'y a départ. pas de souci, mais Mhm. moi, les choses sont claires dès le départ. Mhm. Donc, en fait, la relation client se passe très bien, Mhm. c'est fluide. Je dis pas que c'est toujours parfait, hein, Évidemment. mais disons Mhm. que ça permet au client de se dire, OK, l'avocate, en fait, elle m'a expliqué comment ça allait se passer, Mhm. ça se passe comme ça, ça m'a sécurisé, parce qu'ils Mhm. ont besoin d'être sécurisés. C'est Moi, ça. je fais du contentieux quand même, D'accord. donc Oui, ils sont souvent paniqués voilà, les gens sont quand ils hyper arrivent. stressés de plus Mhm. en plus. Donc, ça les sécurise, en fait, D'accord. et derrière, ils sont satisfaits. Mhm. Voilà, au-delà du droit, quoi. Au-delà du droit, d'accord. Et comment tu te distingues? C'est-à-dire que quand un avocat, et je le vois souvent, quand un client, pardon, vient voir un avocat, souvent il a vu 3 avocats, il a appelé 4 cabinets, donc il vient un peu, il choisit un peu sur le tas. Qu'est-ce qui fait qu'il va te choisir toi? Qu'est-ce que tu vas mettre en place en avant pour que tu puisses être l'avocate qui va l'accompagner finalement? Alors déjà, moi, la personne qui m'appelle comme ça en me Oui. disant j'ai appelé plein d'avocats et je viens voir un peu ce que vous proposez, déjà, Mhm. j'ai un a priori. Je le D'accord. prends mal. Ok. Ça ne me plaît pas. Oui. Parce que pour toi, tu n'as pas été choisie. C'est ça? Alors non, c'est pas par rapport à mon ego, mais en Oui. fait, c'est parce qu'en fait, je me dis qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent Oui. un tarif. D'accord. Et souvent, c'est ça. Oui. Ou alors, c'est juste que la personne a un problème de confiance et donc pense Mhm. que tous les avocats vont les escroquer. C'est ça. Donc, C'est c'est souvent soit l'un, soit l'autre. Donc, en général, j'ai un a priori, je le Mhm. reconnais, hein, sur ces personnes-là. vrai. Mhm. Après, moi, je dis les choses très clairement, justement, et encore plus à ces personnes-là. Je leur dis, bah, écoutez, par contre, voilà, on fait une convention d'honoraires, Oui. c'est sécurisé. Si Oui. vous avez un problème, mes honoraires, vous devez les payer. Parce qu'en fait, c'est plus ça, en fait. Oui. C'est C'est genre de souvent le client tarif. Souvent où ça, on oui. va se dire, il va changer Mhm. d'avocat à tout moment parce que Mhm. je pars en vacances, par Bien exemple. sûr, oui. Voilà, Oui. donc Oui. ça, c'est un peu typique, mais voilà. Ok. Et quelle place donnes-tu finalement j'ai envie de dire, à la collaboration entre confrères? Est-ce que pour toi, il est intéressant, voire pertinent de pouvoir justement créer cette espèce de bulle de confrères avec qui tu as l'habitude de travailler et pouvoir créer des relations pérennes et donc justement favoriser le bouche à oreille? Ou est-ce que tu es plutôt solo? Alors, moi, je suis pas solo. Mhm. Je travaille beaucoup avec d'autres professions juridiques aussi. D'accord. Et les confrères avec qui je travaille, à qui je peux envoyer des clients Mhm. ou inversement, souvent ils exercent dans d'autres matières, droit D'accord. public. Ça peut être un j'ai cet échange de bons exemple-là. procédés. Oui, oui. Oui, voilà, Mhm. parce que ou alors, par exemple, voilà, moi je fais aussi du droit de la famille, consentement Mhm. mutuel. Je peux recommander une consoeur avec qui j'ai l'habitude de travailler D'accord. et inversement. Mhm. Mais après, enfin, je connais aussi pas mal d'autres professions, D'accord. experts comptables, notaires, agents immobiliers, ce genre de Mhm. personnes. En fait, c'est un réseau, hein. Oui. C'est un réseau local, comme Mhm. je dis, et ça, c'est important. D'accord. Ouais. Sur la présence sur Google, pour finir avec cette clientèle et cette visibilité, alors,
j'ai entendu deux écoles, des confrères et consoeurs qui me disent, moi, je veux pas d'avis client sur Google parce que j'ai peur des mauvais avis. Parce que les clients vont mentir, parce que s'ils sont pas satisfaits, ils vont dire n'importe quoi. Et d'autres qui disent, mais au contraire, moi, je veux des avis parce que ça me permet aussi d'avoir une vitrine. Tu es de quelle école? Ah, mais moi, les avis. D'accord. Donc, tu sûr, demandes mais moi, j'ai pas peur d'avoir un mauvais avis, en fait. D'accord. Ok, très bien. Non, mais c'est vrai qu'il y a deux écoles. C'est vrai. Il y en a même, parfois, certains consoeurs et confrères qui ne se mettent pas sur Google parce qu'ils se disent, comme ça, au moins, même si le client est insatisfait, il passera en interne, mais jamais ce sera affiché aux yeux du monde. Donc, on a vraiment deux écoles. Après, chacun sait pourquoi. Mais c'est vrai, c'est intéressant. Donc, pour toi, c'est toujours un avis systématique. Mais il faut arrêter d'avoir peur, en fait. Oui. Les avocats ont peur. Ils ont peur de se montrer, ils ont peur des avis clients. Mais en fait, je veux dire, quand on exerce bien la profession, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Il peut y avoir... Bah non, pas du tout. Puis il peut y avoir des clients qui ne sont pas satisfaits. Ça, c'est normal. Mais voilà. Enfin, en tout cas, moi, ça fait combien de temps que j'exerce 12 ans, 13 ans, je sais plus, 13 ans. 2012, on a dit, donc 13 ans. J'ai jamais eu de mauvais avis clients. Et en fait, même j'ai eu des clients insatisfaits parce que voilà, on perd le dossier. Enfin, il y a plein de raisons. Où je pars en vacances, ça aussi. Oui, d'accord. Mais en fait, ils laissent pas d'avis, quoi. D'accord. Et puis, je vais pas leur envoyer le lien, laissez-moi un avis. Oui, évidemment. Donc, fonctionne en bonne intelligence. Donc, il n'y a pas de. Et puis, en fait, on peut supprimer l'avis, au final. C'est vrai, mais il est quand même là quelque temps, donc il y a quand même 2 ou 3 personnes qui peuvent le voir. Il faut surveiller, on ne sait jamais qui surveille. Très bien, merci pour ce thème. Pour le prochain thème, l'avenir du droit. Ouais. L'avenir du droit et puis l'avenir de ton cabinet, hein, donc un avenir un peu général. Comment vois-tu, ou est-ce que tu vois ou plutôt, je vais redynamiser ma question. Pour toi, est-ce que l'intelligence artificielle est un danger pour l'avenir ? Non, alors moi j'ai peur de rien en fait. D'accord, ah ok, donc pas des clients et pas de... D'accord. Non, je trouve qu'en fait c'est des opportunités, l'avenir on ne sait pas ce qui nous réserve, les avocats existeront toujours, pour moi c'est fondamental à une société. Donc, tu penses qu'il n'y a aucune forme d'intelligence artificielle qui peut remplacer notre Alors déjà, je pense que ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on travaille avec l'intelligence artificielle, je veux dire les smartphones, c'est bourré d'IA, donc c'est pas non plus nouveau, révolutionnaire. Après... Enfin voilà, on avait des matrices par exemple. Moi j'utilise, je crois que je peux pas le dire là, mais j'utilise par exemple des matrices toutes prêtes. C'est fait par IA en fait, tous ces trucs qu'on remplit, qu'on télécharge. Les logiciels métiers, etc. Qu'on ne peut pas citer bien sûr. Mais après, je suis pas sûre qu'un robot remplace un avocat pour aller plaider quoi. Et ce serait quoi la différence entre un avocat et un robot ? Parce qu'il y en a qui se demandent, il y en a qui se posent la question. Il y a même des clients qui se disent, mais en fait, moi j'ai déjà entendu des clients le dire. Bon, le droit c'est dans les livres. Bon, ok, la jurisprudence, on peut la trouver. Pourquoi l'avocat ? Je vais payer quelqu'un qui va me dire... Attention, hein, qui le disent, c'est pas du tout mon avis, mais qui disent, moi je vais payer quelqu'un, souvent très cher, parce que souvent les tarifs sont pour les clients beaucoup trop, et donc je vais payer quelqu'un pour me dire ce qui est marqué dans un livre et ce que le juge a déjà dit. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu réponds à un client qui te dit ça ? Alors moi, clairement, je dis à mon client, mais vous avez rien compris, en fait. Parce que nous, les avocats, on est des humains, nous, on a des émotions, des sentiments, et on sait être de mauvaise foi. Oui. Alors que l'IA, non. C'est vrai, effectivement. Et quand on plaide, moi, je sais que quand je plaide, j'aime laisser passer aussi ces émotions-là. Oui. Je crois vraiment pas qu'un robot... Un robot puisse faire ça. Ah bah non. Oui. C'est le principe de l'IA. Il n'y a pas... En fait, c'est rationnel. Hein, oui, c'est pragmatique, c'est rationnel. C'est du oui ou du non. En tout cas, pour l'instant, ils n'ont pas réussi à faire une IA qui fait un choix même. Hein. L'IA ne fait pas de choix. Elle ne peut pas faire de choix. Oui. Donc ça reste notre compétence d'être humain. Et puis après, il y a aussi la stratégie. Oui. La stratégie qu'on garde, qu'on met de côté, quand est-ce qu'on va sortir telle carte, etc. L'IA va faire quoi avec ça ? L'expérience, tout ça. C'est vrai. Ah non. Donc toujours les avocats accompagnés d'eux, bien sûr. Mais jamais à la place d'eux. Oui. D'accord. Ok. Et justement, on parle de l'intelligence artificielle, on parle des clients. Aujourd'hui, dans ton cabinet, dans l'exercice donc de ta profession, qu'est-ce que tu mets en place pour faciliter justement ? Donc, tu en as déjà un peu parlé par rapport aux matrices, etc. Mais concrètement, est-ce que tu as l'impression de gagner du temps ? Est-ce que l'IA a facilité finalement la gestion de ton cabinet ? Alors, je vais te donner une petite astuce que je n'ai jamais dit. Ok. Je dicte à mon iPhone, à l'application Notes, qui est entièrement gratuite. Ok. Tous les mails et parfois même des actes, quoi.
Ah oui, d'accord. Je Donc dis tu ça. peux faire une assignation sur notes. Ouais. Bon, il faut D'accord. corriger derrière, mais Évidemment. c'est gratuit et ça, Oui. j'utilise depuis des années. Et D'accord. je pense qu'il y en a plein qui savent pas. Oui, c'est vrai. Moi, par exemple, je l'ai jamais fait. Donc tu vois, comme quoi, Voilà, je garderai ça en je tête. peux écrire des D'accord. mails. Et puis, non, après, moi, là, j'ai une assistante Mhm. qui me fait les actes Oui. parce que je manque de temps. D'accord. Et que le temps que je dégage, du coup, Mhm. sur ça, Oui. je l'utilise pour le coaching, Ok. pour faire des formations et puis Mhm. pour le développement de mon cabinet. D'accord. Et comment s'inscrire à ces formations? Comment on va sur Sur Instagram, sur ta bio, je suppose, c'est ça? Ouais, c'est On ça. clique et on peut J'ai s'inscrire pas encore de directement. site internet, je suis en train de le D'accord. faire, mais Ok. c'est un peu long. Et ouais, Oui. sur Instagram, il y a tous les liens. Ok. Et pour toi, un site internet, c'est important aujourd'hui? C'est aussi essentiel? Parce que si tu as déjà Instagram, il y en a certains qui disent qu'Instagram, c'est suffisant. Pourquoi un site internet en plus? Qu'est-ce qu'il aura de plus que Non, Internet, enfin, le site internet, il est indispensable? ouais, il est indispensable. D'accord. Ouais. Ok. Autre thème, les idées reçues sur la profession d'avocat. J'aime bien ça. Est-ce qu'un avocat gagne beaucoup d'argent? Est-ce qu'un avocat est riche automatiquement? Est-ce que le fait d'être avocat fait de nous, de toi, de moi, quelqu'un de riche? Alors, Parce qu'il y a souvent des gens qui font le parallèle, hein. Avocat égale Ouais, personne ouais. riche. C'est pour ça que je te pose cette question. riche intellectuellement, oui. D'accord. Ok. Riche financièrement, je crois pas, parce que, enfin, on n'est plus du tout, c'est plus le même métier qu'avant. Enfin, Mhm. il y a Tu as 30 vu ou une 40 ans. évolution depuis ton entrée dans le métier en Ouais. 2012? Tu as vu une vraie, Ouais. une réelle évolution? Oui, D'accord. et en plus de ça, quand j'étais beaucoup plus jeune, donc il y a 20 ans de ça, j'étais en stage dans des cabinets d'avocats Oui. qui étaient à l'ancienne. D'accord. C'est-à-dire à l'ancienne. C'est-à-dire avec la structure, la secrétaire. Tout le monde D'accord. avait une secrétaire, Oui. L'avocat, bon, le mec, les collaboratrices. Oui. Et, Oui. C'est bien de le préciser. et quand voilà, même. les Oui. stagiaires. Mhm. Et voilà, et ça fonctionnait comme ça. D'accord. L'avocat, il concluait même pas, il dictait. Oui. Voilà, c'était Oui. vraiment. C'était pas du tout la même mécanique Voilà, qu'aujourd'hui. il Où fallait l'avocat fait tout. la secrétaire filtrée, voilà, c'était Mhm. pas du tout le même système, donc ça a D'accord. beaucoup changé. Après, Ok. ça permet à tout le monde d'avoir sa place, Oui, ça c'est permet vrai. de C'est s'installer sans moyens financiers, sans secrétaire, etc. Donc il y a plein de trucs positifs là-dessus. Maintenant, devenir riche en étant avocat, honnêtement, c'est une grande question. Je sais que, enfin, de toute façon, la profession, elle est très diversifiée, donc clairement, si t'es fiscaliste, oui. Oui. C'est D'accord. facile. D'accord. Maintenant, si tu Pour fais... toi, ça dépend du domaine d'intervention finalement. Oui, il y a des matières où tu factures très bien. Mhm. Si tu es avocat généraliste Oui. et que tu vas faire beaucoup de droit de la famille, droit de la famille, c'est vraiment le parent pauvre, quoi. Oui. Donc, c'est compliqué et c'est très chronophage. Donc, Oui. en termes de rapport avec le temps, Oui. c'est pas rentable. Oui, oui. Donc, après... Par contre, ce que je sais pour l'avoir expérimenté, c'est que en fait, il faut avoir un équilibre sur tous ces dossiers. Mhm. Et on peut gagner de l'argent. Maintenant, devenir riche, franchement, Tu en doutes. Après, je sais pas ce que c'est être riche en même temps. Alors, on a tous une conception de la richesse Voilà. qui C'est est avoir différente. une Porsche. Mais on va, ou peut-être pour certains, mais je veux dire, on est bien. Souvent, on nous reproche de gagner beaucoup d'argent, qu'on est au-dessus, clairement, On est de cher. la moyenne. On est cher. Ouais, on est cher. Et les clients ne comprennent pas pourquoi on est aussi cher. On est très cher. Parce que pour eux, Ouais. en fait, on ne fait que faire du copier-coller, en fait, de choses qui existent déjà, donc on n'a pas inventé. C'est ce qu'ils disent. Et donc, qu'on réécrit. Donc, pourquoi est-ce que pour réécrire quelque chose et pour le déposer, selon eux, parce que c'est comme ça que ça se passe dans leur tête, on le dépose au tribunal et le tribunal va gérer. Après, on plaide, certainement. Mais je veux dire, pourquoi, pour juste, on va dire, faire ça, c'est aussi cher? C'est ça qu'ils se demandent. Alors, moi, je trouve qu'on est cher parce que, en fait, on a beaucoup de charges. Oui. Donc, quand on facture un salaire Oui. à un client, c'est compliqué. Je comprends que ça peut, on peut se dire l'avocat devient riche. En fait, non, il y a la moitié qui s'en va. Bon. Mais après, au-delà de ça, il y a l'image qu'on a, l'image qu'on véhicule, et je pense qu'il faut la changer. C'est à nous de le faire. C'est aux jeunes générations, c'est à ceux qui utilisent les réseaux sociaux comme nous, de montrer qu'en réalité, le métier d'avocat, c'est pas juste ouvrir le code civil, faire un copier-coller et dire voilà, c'est bon. C'est tout ce qu'on fait autour, les démarches, c'est tout les appels téléphoniques. La négociation, enfin en fait c'est énormément de temps de travail. Et puis c'est cette valeur ajoutée que l'on apporte au dossier qu'il bien faut sûr, finalement. moi je facture pas des heures, je montrer. facture la valeur de mon travail, c'est-à-dire en fait ma façon de voir le dossier, ma façon de voir la stratégie, qu'est-ce que je vais avancer devant le juge, comment je vais le plaider, tout ça c'est en fait ça a énormément de valeur. Et finalement on n'est pas si cher. Oui. Quand tu réfléchis comme ça, tu te dis finalement 3 000 ou 4 000 euros rapporté à ça, c'est pas cher. Et parce qu'on parle d'avenir, on ne peut pas parler d'avenir sans parler de passé.
Est-ce que tu te souviens de ta première plaidoirie? Ah oui, Ça s'est passé comment? c'était horrible. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Non, parce que je suis toujours J'étais curieuse de commis savoir. d'office. D'accord. Et donc, c'était les comparutions immédiates en correctionnel. Ok. Et en fait, j'étais paumée. Je n'avais eu Ok. aucune formation. Ok, J'étais d'accord. jetée comme ça. Mhm. Et la juge était vraiment pas sympa. D'accord. Et Ce qui n'arrange rien. voilà, ce qui n'arrange Mhm. rien. Et je me souviens que mon client, Mhm. il s'en foutait complètement, en fait. Ah oui. Ça d'accord. m'avait dit, non, mais je m'en fous, je vais aller en Passif. prison. Ah et oui, moi, d'accord, je il disais, veut aller en en fait, prison, qu'est-ce que je carrément. fais? Oui, Oui, à quoi oui. je sers? D'accord. Et en Mhm. fait, c'était très désagréable dans le sens où je me suis retrouvée un peu. Je me suis dit, comment je fais? À quelle branche je me raccorde, quoi? Mhm. Je me rattrape plutôt. Mhm. Et donc, c'était très désagréable. Oui. Par contre, j'ai continué le pénal. Bon, Mhm. je n'étais pas une bonne pénaliste, hein, Mhm. mais c'était une très bonne formation. D'accord. Mais c'est vrai que c'était violent. Ok. Voilà. D'accord. Bon, ben, merci d'avoir partagé avec nous cette expérience qui, de toute façon, nous fait grandir. On a tous des mauvaises ou des bonnes, mais des mauvaises aussi expériences dans le métier d'avocat. Et donc, c'est ce qui nous permet de te forger à l'exercice plus tard. Donc, c'est toujours du bon, finalement, même dans le mauvais. On parle toujours de passé, mais d'avenir en même temps, on va dire de présent à venir, je vais l'appeler comme ça. Quelle stratégie, justement, tu mets en place pour être de plus en plus rentable? Parce qu'on va parler de la rentabilité. Et tu as dit tout à l'heure qu'effectivement, des domaines comme le droit de la famille étaient chronophages et qu'on passait beaucoup de temps pour moins d'argent. Qu'est-ce que tu mets en place de façon factuelle, finalement, concrète, pour pouvoir gagner du temps et certainement de l'argent? Alors, moi, j'utilise Google Ads, déjà, Ok. pour rentrer des dossiers. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que Google Ads? Alors, Pour ceux qui ne connaissent pas, Google certainement. Ads, Oui. c'est la régie publicitaire de Google. D'accord. C'est là où Ok. tu vas poster des annonces donc pour des personnes qui vont Directement via Google, en fait. directement sur Google D'accord. pour des personnes qui vont faire ce qu'on appelle du search, c'est-à-dire rechercher un avocat. Donc, ils Ok. vont taper dans la barre de recherche, enfin, le truc Avocat tous, pas en fait. cher, divorce, par Ah non, exemple. pas ou cher. Souvent, c'est ce qui marque. Avocat divorce, meilleur Avocat divorce, meilleur avocat, voilà. Voilà. Et puis la région, je suppose, Ouais, Aix-en-Provence. très localisé. Très Ouais, localisé. Google, ça fonctionne vraiment très, très. C'est vraiment de la proximité. D'accord. Donc, Google Ads, moi, je l'utilise vraiment, ça m'apporte 50% de ma clientèle. Ah oui, quand même. D'accord. Ouais, Ok. vraiment des nouveaux Ok. clients. Après, le reste, c'est bouche à oreille, réseau local. Donc, Ok. donc Google Ads, c'est quand même très important. Mhm. Donc déjà, moi, le but, c'est de rentrer plus de dossiers. Bah, forcément, si Oui. tu veux être plus rentable, il faut que tu aies plus Évidemment. de chiffre d'affaires. Après, le chiffre d'affaires, comment tu Oui, évites de te c'est retrouver ça. avec plus rien à la fin. Donc, déléguer. D'accord. Utiliser des outils donc de l'IA Oui. voilà, On en a parlé. pour accélérer, enfin pour aller beaucoup plus vite sur des tâches C'est ça. qui servent à rien. Mhm. Et puis, être hyper organisé. D'accord. Ne pas se laisser bouffer par les clients, ne pas répondre systématiquement au téléphone. Enfin, il y a plein de techniques que j'utilise, que j'ai vraiment testées et qui fonctionnent Et très qui bien. fonctionnent Et bien. d'être vraiment très clair avec le client, c'est que là, je ne suis pas disponible. D'accord. Je vous fixe un Ne rendez-vous. pas avoir peur de frustrer le client, parce que le client peut avoir Moi, besoin de voilà. suite et Moi, on peut avoir cette peur. j'avais peur avant. J'étais hyper disponible et en D'accord. fait, je me suis rendu compte que ça ne servait à rien, que j'aurais pas de médaille en plus, pas d'argent en plus. Oui. Et au final, ça dessert en fait ma relation avec le client et ça, c'est le genre de choses qui peut te dégoûter du métier parce que c'est une spirale infernale, quoi. Évidemment. Donc voilà, de dire au client, écoutez, je vous rappelle à tel jour, telle heure, 10 minutes, un quart d'heure. Oui. Tu vois, c'est précis. Oui, oui. C'est gratos, mais Oui. c'est précis. Très C'est bien. pas plus. Et ça te fait gagner énormément de temps. D'accord, ok. L'école d'avocat. Voilà. Parce que il faut savoir qu'une fois qu'on a le CRFPA, donc on accède justement, c'est ce qui nous permet d'accéder à l'école d'avocat. Il y en a plusieurs en France. Le FB n'est pas loin d'ici, donc moi j'ai été à l'EFB. Je ne sais pas si toi tu as été également à l'EFB ou dans une autre école. À Une autre Marseille. école. À Marseille. Question assez basique. Est-ce que finalement tu as appris à faire du business en étant à l'école d'avocat? Est-ce que on t'a dispensé peut-être une formation, quelque chose qui Non. t'a permis de pouvoir lancer ton cabinet ou même être en collaboration, parce que même en collaboration, on a des clients personnels aussi qui peuvent aussi faire notre chiffre d'affaires. Concrètement, quelle est la place de l'école d'avocat dans toutes ces stratégies que tu mets en œuvre aujourd'hui et qui te permettent de fonctionner? À quel moment tu as appris ça à l'école d'avocat?
Alors, bon, en vrai, ça date, hein. C'était en 2011, D'accord. 2010-2011. Ok, d'accord. J'ai l'impression que ça n'a pas changé depuis. Non, Je n'ai rien confirme. appris à l'école d'avocat. Je Mhm. me souviens que j'étais dépitée parce que quand même, on sort du CRFPA et Mhm. on est genre hyper, je sais pas comment, hyper performant en Oui, fait. oui, bah oui, bien sûr. Et je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Mhm. bon, qui coûte cher quand même. Oui, Voilà, tout à donc fait. non, moi j'étais extrêmement déçue de Mhm. ça. D'accord. Et j'avais des avocats qui venaient, qui nous racontaient leur expérience de garde à vue, ce genre de truc. Oui, Enfin bref, c'était vraiment... Non, c'était le vide intersidéral. d'accord. Je suis dépitée hein, que ça soit toujours comme ça, que rien ne Mhm. change. Je me demande si c'est pas un business, parce qu'en fait, Mhm. voilà, je me dis, c'est pas possible que ça continue. Mhm. Après, ouais, ils devraient faire non seulement... Enfin, je sais pas s'ils devraient le supprimer, hein, j'en sais rien, mais Oui. en tout cas, je pense que c'est vraiment quelque chose Pour qui toi, ce n'est sert à pas rien. pertinent, parce que c'est quand même 18 mois de formation, donc 1 an et demi de nos vies. Hein. Ouais. Pour toi, ce n'est pas pertinent de passer 18 mois dans les écoles d'avocats et de pouvoir alors apprendre. À 18 Je ne mois, suis c'est pas long. sûre du mot apprendre, mais 18 mois, c'est d'être à très l'école long. d'avocat, oui, c'est très long. Et puis surtout, quand on a l'impression que ça ne sert à rien, c'est encore plus long. C'est très surtout long. ça. C'est très long. Et à la limite, faire peut-être 3 mois Mhm. condensés en disant aux avocats, on va vous apprendre que vous êtes des chefs d'entreprise, communication, plaidoirie. Parce que voilà, c'est ça en fait qui est important. Mhm. Comment on parle à un magistrat, Oui. qu'est-ce qu'on dit. Enfin, c'est des choses, franchement, Oui, j'avais qu'on jamais apprend sur appris. le tas, en réalité. Voilà, Qu'on apprend souvent à l'occasion de la première collaboration, voilà. voilà, etc. Donc en D'accord. fait, au final, on est formé par les autres avocats, Oui. on est formé dans la pratique. Donc à quoi sert l'école? Oui. Et après, quand on est avocat, Oui. peut-être qu'il y a des formations peut-être qui sont dispensées pour pouvoir permettre justement aux avocats d'être plus rentables, le côté business. Justement, si tu as autant de succès dans tes coachings, peut-être qu'il n'y en a pas assez de Ah formation. oui, oui, oui. Qu'est-ce que les avocates, parce que j'ai cru comprendre que tu avais un public de femmes, te disent justement quand elles viennent vers toi? Est-ce qu'elles se plaignent du manque de formation? Est-ce qu'elles se plaignent du fait que, en fait, c'est toute une espèce de... Alors, je ne sais pas vraiment comment le dire, on a l'impression qu'il y a comme une ombre, quelque chose d'opaque, en fait, on nous parle pas de business. Comme si on va pas Oui, faire d'argent. En oui, fait, on parle beaucoup de c'est théorie, vrai. beaucoup de droit, le code civil, etc., enfin, la performance, les plaidoiries, bon, c'est très bien. Mais on gagne quand même notre vie, c'est quand même notre métier. Et j'ai l'impression qu'il y a une opacité presque volontaire, vraiment, à ne pas nous apprendre à faire de l'argent. Est-ce que, pour toi, c'est peut-être au profit de certaines personnes, mais concrètement, pourquoi? Je te pose la question, peut-être que tu vas même pas pouvoir me répondre, parce que toi-même, tu ne le sais pas peut-être, hein, mais concrètement, pour toi, qu'est-ce que ça illustre, concrètement? En fait, je pense qu'il y a une grosse hypocrisie par rapport à ça. Dans le RIN, le code, je sais plus comment ça s'appelle Oui, maintenant. le règlement intérieur national, oui. Donc, on n'est pas des commerçants, on est Non. professions, on est une profession libérale, et donc on est censé ne pas se rabaisser en fait Oui. à demander de faire l'argent. à faire du commerce. En gros, oui, c'est ça. C'est un peu ça. Oui. Donc c'est une grosse hypocrisie parce qu'en réalité, je veux dire, tous les avocats, Oui, en fait, on a juste besoin d'argent on pour marge, vivre. on Donc, facture, c'est juste ça, voilà. la réalité, oui. Donc je pense qu'il y a ça, il y a cette espèce de comment dire d'image de l'ancien avocat, quoi. Oui. Voilà, ça serait peut-être plus prestigieux de ne pas se rabaisser à Oui. ramasser de l'argent. Oui, c'est ça. Voilà, donc il y a ça qui perdure. Maintenant, je trouve que quand même la nouvelle génération, c'est-à-dire plus jeune que moi, hein, Oui. Moi, par exemple. voilà, toi, c'est quand même, vous êtes axé quand même très business et Oui. vous avez vraiment compris quelque chose que moi, ma génération, donc j'ai 40 ans, n'avait pas compris. Et d'ailleurs, je connais tellement de consoeurs qui ont abandonné. Oui. C'est que en fait, nous, on était quand même dans le truc, on pensait que on s'installait, on posait notre plaque Et les clients allaient arriver en courant. Ah oui, non mais voilà. Mhm. Et quand on s'est rendu compte que ça n'arrivait pas, c'était inscris-toi sur la liste de défense pénale, fais des agis, etc. Mais en fait, voilà. Et donc je pense que ça c'est bien, la nouvelle génération qui arrive a compris ça et bon, c'est beaucoup de mes Ça clientes. change un petit peu Voilà. la façade, on va dire, du métier. Ouais, après c'est vrai que c'est un métier où comme on a une déontologie, effectivement on est quand même on a ce garde-fou qui fait qu'on peut pas faire n'importe quoi. Faire n'importe quoi et je trouve que c'est ça la noblesse de notre métier en fait, c'est que on est là, on facture, on gagne notre vie. On est motivé par ça quand même. Des fois, on a des beaux honoraires de résultats. Oui, c'est vrai. Voilà. Et mais en même temps, on sait que on a cette déontologie et je trouve que c'est, moi en tout cas, ça me rassure en fait d'avoir ça. D'accord. Voilà. Toujours dans la même lancée, sur presque le même sujet, il y en a certains qui disent qu'il faut un nom pour réussir,
ou avoir un cabinet où on est dans un emplacement stratégique, comme Paris. Certains, pour eux, il y a Paris et le reste du monde. Qu'est-ce que tu réponds à ces avocats qui disent que finalement, si on n'a pas de nom et si on n'est pas au bon endroit, on ne peut pas gagner notre vie? On ne peut pas être épanoui dans le métier d'avocat. C'est complètement faux. Vraiment, il y a de la place pour tout le monde. D'accord. Et partout, franchement, il y a des endroits en France, il n'y a pas d'avocat. Oui. Il y a des déserts. Enfin, le ratio avocat-habitant est nul, en fait. Ah non, mais oui. Et j'accompagne des consoeurs qui sont partis de Paris pour s'installer dans leur région natale. Je ne sais même pas où c'est. Des fois, je me dis, mais c'est où cette ville? Et en fait, mais elles cartonnent. D'accord. Elles cartonnent. Oui. Elles s'installent, elles font ce que je leur dis de faire, c'est-à-dire mise en place des outils de communication, marketing, Google Ads, site, machin. Et ça marche très bien. Et ça fonctionne correctement. Et les gens sont contents parce qu'en fait, ils se disent, mon Dieu, mais on a un avocat de proximité, on peut se garer devant chez elle, le parking est gratuit, on n'a pas à faire aller sur Paris ou dans la banlieue parisienne, etc. Donc franchement, non, il y a de la place pour tout le monde. D'accord. Et si c'était à refaire, on te met dans une autre... on imagine... Tu es une jeune avocate, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de contact. C'était le cas. Ah oui, voilà. Donc tu étais, voilà. Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de contact. Quelles sont les 3 premières actions que tu mets en place pour pouvoir ouvrir ton cabinet, lancer ton cabinet? Alors déjà, je me pose la question de où je ouvre mon cabinet. Ok. Vraiment. Parce que c'est vraiment... ça peut tout changer. D'accord. Ça dépend aussi de la matière dans laquelle j'exerce, les matières dans lesquelles j'exerce. Et ensuite, une fois que je me suis positionnée par rapport à ça, j'étudie vraiment la concurrence des autres cabinets d'avocats. Et j'essaie de me positionner par rapport à eux. Est-ce que je vais être le cabinet, pas le gros cabinet, mais le cabinet où, on va dire au niveau de l'image, c'est classe. Est-ce que je suis l'avocate rurale? C'est pas la même image en fait que je veux donner. Et ça, je trouve que c'est important de le définir dès le début, parce qu'en fait, toute ta communication, toutes tes annonces, ton site internet, ça va découler de ça. Sera autour de ça. Ouais. D'accord. Okay. Donc ça, je le ferai, parce que j'avais pas fait au début. Et puis ensuite, je m'ancre localement, quoi. D'accord. Je crée mon cabinet, je me fais mon réseau local, voilà, vraiment, je me fais connaître. Mais ça va très vite, hein. Ça va très, très vite. Ça peut aller assez vite. Surtout quand on est une femme. Oui. Oui. Et pourquoi tu dis pourquoi quand on est une femme? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui change finalement? Parce qu'en fait, je vais te dire, quand tu vas à la rencontre des gens, les gens ils disent mais c'est tellement rare, parce que c'est les mecs qui font ça. Oui. Donc ils sont contents de voir une fille, une femme. Oui. et ils sont contents. Ça change parce que nous on exerce différemment. Oui, c'est vrai. Plus de proximité peut-être. Plus de proximité. On est plus, je trouve quand même plus disponible que les hommes. Et après voilà, je veux pas faire de différence homme-femme, mais on a quand même une différence. Et après, il y a des clients qui préfèrent avoir une femme avocate en fait. Oui. Et souvent, c'est vrai. Les femmes ne se mettent pas de l'avant. Oui, absolument. C'est vrai. Donc, ouais, c'est vrai. Une question, alors c'est toujours dans les idées reçues, on dit souvent que porter un costume ou porter une tenue particulière donne confiance au client. Est-ce que tu es pour déconstruire ce mythe et être une avocate en basket, ou est-ce que pour toi c'est quand même important d'avoir ce costume ou d'avoir cette robe, voilà. Est-ce que pour toi l'habit fait le moine? Ouais. D'accord. Complètement. Je suis traumatisée, je le dis, des avocats en basket. Traumatisée carrément. Ouais, je sais que je vais me faire incendier. Ok. Oui. Mais après, moi, c'est ma vision personnelle des choses, parce que moi, je fonctionne comme ça. D'accord. C'est-à-dire que je suis incapable de plaider sans ma robe. D'accord, ok. D'accord. Vraiment, c'est... ok. C'est comme si c'était une pièce de théâtre et que je mettais tu étais dans ton rôle en fait. Mon rôle, avec exactement. Ton costume, donc la robe. Et après, dans ma vie, quand j'ai ma vie perso, je suis habillée d'une façon assez décontractée, sportive. Et quand je suis au cabinet que je reçois mes clients, je suis toujours bien habillée, quoi. D'accord. Parce que pour toi, finalement, ça reflète aussi l'image du cabinet et donc par extension. Voilà, l'image du cabinet, l'image que devrait avoir un avocat, selon moi, selon mes codes. Oui, d'accord. Non, mais c'est mes bien avis, mais voilà. Bien sûr, oui. Et après, je trouve aussi que quand même, on est une figure d'autorité. Donc, je me vois pas. C'est moi, hein, je me vois pas avec cette posture-là en basket, quoi. D'accord. Ok. Ou en suite. Non, mais je l'entends. D'accord. Non, mais d'accord. En suite, capuche. Oui. Mais voilà, quand j'ai pas de rendez-vous, par contre, je veux le cabinet vraiment habillé. Décontracté. D'accord. Un autre mythe plutôt récent. On dit que si on n'est pas sur les réseaux sociaux,
là, à partir de 2025, un avocat ne va pas réussir. Donc, on est plutôt sur l'opposition vieille école et nouvelle école. Qu'en penses-tu? Quel serait ton... Qu'est-ce que tu dirais, finalement? Après, les généralités, il y a tellement Oui. de façons d'exercer que je trouve que c'est facile de simplifier. Mhm. Si ton but, c'est d'intégrer un gros cabinet qui est déjà en place et Oui. de devenir associé, tu t'en fous de faire Oui. ton réseau Instagram, tu vois. Absolument. on est d'accord. Par contre, pour moi, c'est indispensable si tu veux t'installer. D'accord. Si tu sais qu'à un moment, tu veux avoir des clients perso, te développer, t'installer, quoi. D'accord. Ça, c'est... Je vois pas C'est comment tu fais. indispensable pour toi. Je vois pas comment on fait. Maintenant, après, peut-être qu'il y en a qui arrivent à le faire. Je sais pas. Mais moi, pour moi, c'est indispensable, ouais. Toi qui a été en collaboration et qui aujourd'hui a son propre cabinet, concrètement, comment pour toi définir finalement... Alors tu as défini la différence, le fait qu'on changeait de costume, que c'était une véritable passation finalement, parce qu'on changeait pas d'activité mais de manière d'exercer. Mais si tu avais un conseil à donner justement à un avocat qui hésite pour l'instant à passer justement cette barrière ou qui est dans l'une ou l'autre des situations et qui ne trouve pas sa place, de quelle manière on peut être sûr d'être à la bonne place? C'est-à-dire entre la collaboration... Entre la collaboration et le fait l'installation. d'exercer l'installation, oui. Ça rejoint un peu ce que tu as dit tout à l'heure. La question que tu m'avais posée, c'était en fait, tu ressens un mal-être. D'accord. Donc c'est le Tu te mal-être, sens- en fait, c'est ça le déclic. Oui, parce qu'un mal-être généralisé, soit un manque de liberté, D'accord. le fait de pas pouvoir partir en vacances quand on en a envie, ou de pas pouvoir faire une garde à vue qu'on a envie de faire, Oui. rendre des De comptes. rendre des comptes. Voilà, ça D'accord. c'est des choses. Moi, c'est allé, mais d'un coup, ça m'est devenu C'était stop, en fait. insupportable. C'était Voilà. un stop. D'accord. Et puis, financièrement, on est d'accord que la collab, Oui. il faut pas faire une collaboration en se disant qu'on va gagner de l'argent. Je Oui, je c'est le vrai. dis Non, mais direct. c'est vrai. C'est une formation, la collaboration. D'accord. Tu le vois toi comme une Ah, mais formation. complètement. Et pas comme un... Alors c'est un tremplin d'une certaine façon, mais on peut pas. Oui. On peut faire carrière aussi. On peut devenir associé après la collaboration. Ah oui, voilà. Oui, c'est un choix. Ça réalité. c'est une voie qui Oui. existe. Après, c'est pas le plus grand nombre, puisque la plupart s'installent. Oui. Mais pour moi, ça reste une formation, un réseau que tu te crées aussi, parce que quand Oui. tu es en collab, tu es tout le temps en audience, et puis tu rencontres... Moi, j'ai rencontré énormément Beaucoup de personnes, oui. d'avocats Beaucoup de comme ça, confrères. de confrères. Mais moi, j'ai toujours vu... Moi, je suis profondément autonome et indépendante, quoi. D'accord. C'était pas possible pour Ce moi sont de les deux continuer choses comme qui ça. ont fait que tu as choisi certainement Ouais. la profession. Et Moi, puis, j'ai choisi aussi cette profession pour ça. Et puis parfois, j'étais pas d'accord avec l'avocat, quoi. Oui, d'accord. Et C'est-à-dire, tu pouvais pas dire, tu avais l'impression de ne pas pouvoir dire non. Ah bah non, Mhm. Et puis de la façon... il y avait des choses sur lesquelles, moi, je me disais, je ne ferai jamais ça. D'accord. Ok, d'accord. Donc après, je suis trop intègre, en fait. Oui. Trop, comme je te dis, toujours authentique. Oui. C'est-à-dire que je me réveillais la nuit, je me disais, non, mais c'est pas possible, je Oui, ne peux pas faire oui, ça. oui. Mhm. Voilà. D'accord. Donc moi, c'est ça aussi qui... tu vois, c'est un ensemble de choses. Oui, c'est un ensemble de choses. Normalement, tu le sens arriver, le truc, quoi. D'accord. Donc tu sais que ça va arriver, puis tu prends la bonne C'est décision. un au bon besoin moment. profond C'est un besoin. d'indépendance, ouais. D'accord. Et comment utiliser les réseaux sociaux sans s'attirer les foudres du CNB? Est-ce que tu as un tips? Ouais, écoute, moi, ils m'ont jamais rien dit. Hein. Ils t'ont jamais rien dit. Non, enfin, moi, D'accord, moi, ok. je les incendie un peu. Mais tu n'as pas un tips ou quelque chose, une petite méthode ou une question à se poser avant de faire une story Si, bien sûr. Déjà, je le vois. Et puis moi aussi, à un moment, j'ai pu être tentée de le faire. C'est de réagir parfois assez rapidement. Oui, On vient d'avoir à un chaud. rendez-vous client, voilà. On a envie de partager un truc. Du coup, je le fais plus parce que... Tu prends du recul, en fait. en Voilà, je réalité. me dis... Donc, D'accord. ça enlève un peu de la spontanéité, mais je Mhm. pense que c'est important aussi pour le métier. Mhm. Je trouve que là, c'est très touchy quand tu commences à être suivi par du monde. C'est vrai. Et puis... Donc, il faut toujours se demander quelle image je renvoie Mhm. de moi et de l'avocat, en D'accord. général. Ok. Et moi, ça me tient à cœur Mhm. Je me dis, je fais partie d'un corps, en fait, d'un grand tout, qui est D'accord. l'avocature, en quelque Oui, sorte. oui. Et si je respecte pas certains trucs, pour moi, c'est trahir un peu ce serment. ce serment et ce que Mhm. devrait être l'avocat tel que je le vois, tu vois. Et comment tu vois l'avocat? Qu'est-ce qu'un avocat Moi, je devrait le être? vois comme l'avocat, vraiment, au sens général, je le vois Mhm. comme un personnage hyper important dans un état de D'accord. droit, tu vois. D'accord. Ok. Donc, pour moi, c'est vraiment la liberté de l'avocat Mhm. qui est garantie par notre déontologie. Mhm. Je trouve que c'est fondamental, quoi. S'il n'y a plus ça, comme on voit en ce moment que c'est quand même un Oui. peu compliqué, Mhm. s'il n'y a plus ça, je me dis, mais la Mais société fonctionne d'une plus, quoi. certaine façon, c'est peut-être ce mot liberté qui dérange. Parce que pour certains, liberté égale je fais ce que je veux.
Et pour d'autres, liberté égale, oui, on est libre, mais quand même, on a des règles à respecter. Donc la déontologie, oui, prévoit cette liberté, mais elle peut être mal interprétée par certains avocats, et ils se disent, je suis libre. Donc je suis libre, je suis compétent, je fais ce que je veux. Tant que je considère que ce que je fais n'est pas mal, parce qu'on a tous une perception différente aussi, je le fais. Donc, d'une certaine façon, ça revient à dire qu'on est libre, mais qu'en même temps, on a une espèce de code d'image, code vestimentaire, code qui n'est pas forcément prévu. Donc, on a un principe général, donc évidemment, une façon de se comporter, voilà, la probité, l'humanité, et tout ça, on le répète dans notre serment, mais en même temps, on a cette notion de liberté qui peut porter à confusion, parce qu'on se dit, libre, c'est quoi? Est-ce que libre, c'est être libre et elle s'arrête là où commence celle des autres? Ou est-ce que être libre, c'est totalement libre, et puis voilà, je suis libre, et puis si je considère que ce que je fais, c'est bien, je le fais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on a deux écoles et c'est là où ça s'affronte. Parce que il y a des confrères qui sont d'accord avec plus ou moins l'une ou l'autre des pensées. Et le problème, c'est que est-ce qu'il ne faudrait pas codifier, d'une certaine façon, une tenue vestimentaire pour recevoir les clients, une façon de s'exprimer, une façon de se comporter en public, mais vraiment de façon presque stricte? Ou est-ce qu'on reste comme ça et puis on prend le risque qu'à chaque fois, il y a un ou deux confrères qui passent un peu la barre et ils sont au mauvais endroit? C'est ça, peut-être aussi. Moi, je suis une amoureuse de la liberté. D'accord. Okay. Je suis contre la codification de tous les règles. Pourtant, enfin, voilà, on travaille dans le droit. Oui. Non, moi, je suis vraiment pour la liberté absolue. Je sais qu'aujourd'hui, c'est hyper décrié avec tout ce qu'on voit. Oui. Mais en fait, c'est le bon sens. C'est quelque chose qui se perd. C'est-à-dire, en fait, quand tu réfléchis à te dire, est-ce que, par exemple, je poste ça sur Instagram, est-ce que je vais pas blesser quelqu'un, est-ce que quelqu'un va se reconnaître ou quoi? Tu prends du recul avant de le faire, tu te poses des bonnes questions, et puis après, tu te positionnes. Oui. Mais c'est vraiment... Je pense que c'est du bon sens, quoi. Moi, quand je te parle d'arriver en basket, c'est moi qui fonctionne comme ça, parce que... Ce sont tes codes. C'est mes codes à moi, voilà. Mais après, moi, j'ai pas de souci avec les avocats, par exemple, qui veulent pas être sur Instagram, ou qui vont dire les avocats sur Instagram, c'est pas bien, voilà. Je pense que quand tu fais tes choix, quand tu sais l'avocat que tu veux être, en fait, normalement, tu feras pas d'erreur. Après, ça peut arriver, tu vois. Et puis comment rattraper une erreur? Est-ce qu'on s'excuse ou est-ce qu'on laisse passer? Ah non, on s'excuse jamais. D'accord. On ne se justifie pas. Bon, on s'excuse si on fait du mal à quelqu'un. Oui. Voilà. Okay. Mais par contre, on se justifie pas, non, ça c'est sûr. Et puis on fait plus l'erreur après, une fois qu'on l'a fait. D'accord. Bah oui. Non mais c'est. Mais c'est pas grave en fait. C'est absolument pertinent ce que tu dis, mais c'est vrai que on est un peu au milieu des deux mondes parce que on a vraiment une césure entre la nouvelle génération qui exerce d'une façon et l'ancienne. En fait, l'ancienne, mais toutes les autres générations. Et le problème, c'est que on sait plus dans quel on doit se ranger. En fait, quelque part, il faut se ranger. Moi, qui suis jeune avocate, j'ai eu l'impression, quand je suis arrivée sur le terrain, qu'il fallait que je choisisse un camp. C'était soit je suis dans la nouvelle génération, donc les réseaux sociaux, la communication, voilà, les podcasts, par exemple, ou soit je suis dans l'ancienne génération, mais j'y reste. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de... On n'a pas de passerelle entre les deux mondes. C'est vraiment un monde ou un autre. Et quand on est dans un monde, on doit respecter ses codes. Donc, comme tu disais, le code vestimentaire, les pas de basket, etc. Et dans l'autre monde, il y a des avocats qui te diront, mais moi, je vais plus dans basket, ça n'enlève rien à ma compétence, et moi, je me sens très bien comme ça. Et je reçois mes clients, alors peut-être pas en sweat capuche, mais en jean, par exemple. Alors que dans certains cabinets parisiens, on peut même pas, on peut pas pénétrer le cabinet en jean parce que c'est presque un affront. Donc en fait, on a vraiment une césure très 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 stricte et le problème c'est on ne sait pas quel choix on fait parce que choisir c'est renoncer. Et quand on choisit, on a l'impression de renoncer à une certaine carrière. Si on avait imaginé être dans un grand cabinet, on se dit si j'ai fait ça, si je me suis montrée comme ça sur les réseaux sociaux, c'est pas possible. Et en même temps, on renonce à cette espèce de liberté qu'on a l'impression d'avoir sur les réseaux sociaux qu'on n'a pas vraiment pour moi parce que on doit toujours filtrer ce qu'on dit, ce qu'on montre, ce qu'on fait. Donc c'est compliqué de choisir. Et ce qui est intéressant, moi je trouve dans ce débat aujourd'hui, c'est qu'on a, alors attention, tu es très jeune, mais pour moi tu fais partie de la génération d'avant. Ah oui. Et moi qui suis très très jeune avocate, c'est vrai que même moi des fois je me dis mais en fait je sais pas vraiment. Enfin, comme c'est pas codifié, comme c'est pas noté, comme c'est pas marqué, comme on est sur le tas, sur le terrain, au pied du mur, en fait, parfois j'ai l'impression de brouiller les pistes, comme si j'étais dans les deux mondes. C'est un peu l'impression que ça me donne. Parce que, par exemple, pour moi, il est hors de question d'être en basket pour recevoir un client. Mais pour moi, c'est un manque de respect même, vraiment.
Alors que, franchement, il y a plein de choses dans le nouveau monde des avocats que j'adore. Donc, non, mais c'est ça, c'est très compliqué Mais à Paris, de choisir. ça va. À Paris, ça va. À Paris, Moi, si tu il y a deux savais, mondes à Alex, Paris. Il y a vraiment deux mondes à Paris. Il y a vraiment le monde des avocats très bien, en costume, cravate, etc. Et puis le monde des avocats un peu plus décontractés, un peu plus décomplexés. Mais du même métier. sur les réseaux, il y a quand même plus de trucs sur les avocats, avec les avocats parisiens. Moi, Oui, c'est vrai. Moi, sur C'est vrai. Aix-en-Provence, C'est plus calme. Je suis très mal vue. Hein. Ah oui, Ah oui, oui. mal vu. Bah, je suis mal vue. Hein, Parce que tu te ouais, montres. ouais. Parce que C'est- je c'est me quoi montre, parce que j'ai toujours été sur Internet, Mhm, j'ai oui. toujours, voilà, j'ai toujours été sur Instagram. Bon, ça D'accord. fait 2 ans ce compte, mais Mhm. j'avais pu y être auparavant. Je faisais Mhm. beaucoup de posts LinkedIn, etc. Ouais, Tu as toujours je me été dans cette souviens visibilité, d'une cette communication Internet. comment oui. ça s'appelle, une soirée, le banquet de l'ordre, un truc comme ça. D'accord. Moi, je me souviens plus du truc là. Mhm. Il faisait des sketchs en fait avec le bâtonnier, des D'accord. avocats, etc. Et en fait, il se moquait clairement des avocats sur Instagram. Mais c'est ma génération d'avocats. D'accord. Donc ouais, c'était en province quand même, ça reste très Mhm. cloisonné, comme tu D'accord. dis, Ah oui. et bien plus qu'à Paris. Ouais. D'accord. Moi, j'aurais pensé l'inverse. Alors, comme Ah quoi, non, c'est pas c'est du hyper tout. intéressant. J'aurais pensé justement que c'était beaucoup plus décontracté, Pas beaucoup du plus tout. décomplexé, que justement, parce que, alors peut-être que c'est une idée reçue, on est toujours dans notre thème des idées reçues, souvent on fait la distinction Paris et les autres villes, Ouais. parce qu'il y a aussi les rétrocessions qui sont plus importantes quand on est collaborateur à Paris, ça fait, c'est une distinction presque franche finalement, et on se dit, en province, comme c'est cette espèce de proximité qu'il y a, parce que les villes sont plus petites, que les gens se connaissent plus, donc on se dit, ils vont tout faire pour pouvoir avoir des clients, justement. Donc, ils vont aller sur les réseaux sociaux, ils vont faire de la pub, etc. Parce qu'ils veulent se faire connaître pour pouvoir, justement, avoir de la clientèle. Alors qu'à Paris, comme il y a beaucoup de monde et que les choses... tout de suite, quand on s'installe, et quand on est avocat, ou même quand on ne s'installe pas, quand on est en collaboration, la vie est moins pénible parce que l'argent vient plus vite, je trouve. Donc, c'est vrai que là, ce que tu dis, ça bouleverse totalement ce que j'aurais pensé avant de faire cette vidéo, parce que finalement, c'est tout à fait l'inverse. Bah non, mais c'est normal. Enfin, Paris, ça reste quand même plus moderne. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est plus Ça avant-gardiste. dépend sur quoi. Non, ouais, mais c'est plus avant-gardiste. En général, Mhm. la capitale, elle bouge plus que Oui. la province. Mhm. Enfin, en tout cas, sur Aix-en-Provence, Oui, voilà, c'est. d'accord. Il y en a qui veulent que ça reste comme c'était avant, quoi. Mhm. Après, moi, je suis toujours dans la modernité. Je me dis Mhm. toujours, il y a des nouvelles choses qui arrivent. C'est Absolument. des pages blanches quoi, sur lesquelles on peut créer des trucs, quoi. Ok, Donc, moi, j'y vois plein d'opportunités D'accord. pour avoir des nouveaux clients. d'accord. Oui, oui, d'accord, je comprends. Autre chose, on a parlé de Paris, justement, la distinction entre Paris et le reste des villes de France. Est-ce que ça a été un choix évident, pareil, de t'installer à Aix-en-Provence, ou à côté, ou est-ce que finalement pour toi, ça aurait été plus judicieux, stratégique, si on parle de finances, de s'installer à Paris? Qu'est-ce qu'on a en province qu'on n'a pas à Paris, et vice-versa? Qu'est-ce qu'on a à Paris qu'on ne trouve pas peut-être en province? Alors, moi, j'ai fait mes stages à Paris. D'accord. Et c'était une catastrophe. D'accord. Oui. Donc, voilà, l'avocat parisien, le rythme. C'est une caricature, presque. Voilà, c'était vraiment particulier. Mhm. Et c'est pour des raisons personnelles. Hein. Oui, Parce qu'en fait, mon copain d'époque était resté sur Aix, que je suis D'accord. redescendue sur Aix. Mais D'accord. honnêtement, je voulais être parisienne, moi. Ok, d'accord, très bien. être avocate parisienne. D'accord, il sera content Mais, de l'apprendre dans la vidéo. Mais voilà, et Mhm. après, du coup, les choses se sont faites comme ça. Aix, quand même, il y a une cour d'appel, donc Oui. il y a quand même beaucoup de travail. Mhm. Et après, je pense que j'ai une meilleure qualité de vie, ça c'est sûr, D'accord. en province. Mhm. Après, Oui. je ne sais pas partout, mais Oui, voilà, oui. ça reste au sud de la France, donc c'est Oui. agréable. Oui, Maintenant, effectivement, tu as moins de dossiers qu'à Paris, ça c'est sûr. d'accord. Donc, stratégiquement parlant, choisir, c'est renoncer encore une fois. Ouais, Donc, ouais. oui, la qualité de vie est meilleure. Ouais. Les gens sont moins pressés, etc. Ouais. Voilà, il y a peut-être moins de pression aussi, peut-être. Non, je pense je qu'ils ne sont sais pas. stressés partout. On reste d'accord, ok, très bien. Mais moins de clients. Oui, il y a Par moins de clients. rapport à moins de monde, évidemment. Oui, moi je pense que si j'avais mon cabinet à Paris, j'aurais déjà une ou deux collabs. Ah oui, c'est carrément. sûr. Ah oui, non, mais D'accord. Quelle est l'organisation de ton cabinet aujourd'hui? Alors, moi, j'exerce seule. Je suis en exercice D'accord. individuel encore. Je vais bientôt être en société. D'accord. Et j'ai une assistante qui travaille pour moi, qui est en freelance.
D'accord. J'ai beaucoup galéré à trouver quelqu'un. J'ai mis vraiment Pourquoi? genre 3-4 mois. C'était un critère particulier que tu recherchais ou quelque chose? Alors, j'ai pas suffisamment de dossiers pour avoir une collab à D'accord. temps plein. Ok. Enfin, Ok. voilà. Oui. Donc, je C'est ne un trouvais budget. pas. Voilà, Oui. c'est un budget, puis il faut que je Mhm. lui donne du travail, Oui, tu vois. Donc, absolument. donc, je pouvais pas avoir une collab à temps plein. Mhm. J'ai cherché à sous-traiter, D'accord. à faire sous-traiter des dossiers. J'ai pas trouvé de personne qui Mhm. m'allait, Oui. notamment au niveau des honoraires, parce qu'il y en D'accord. a qui n'ont pas compris que la sous-traitance, c'était de la sous-traitance. Oui. Donc, Oui. voilà. Donc, oui. Donc ça, et donc j'ai trouvé Mhm. cette fille qui est juriste et qui va me faire un travail administratif D'accord. Surtout l'administratif. Finalement. D'accord. et qui va, je vais dicter par exemple à mon téléphone, voilà, des actes et qui va Mhm. les mettre en forme, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Donc elle fait pas le métier d'avocat, elle fait Mhm. pas du conseil ou quoi que ce soit, D'accord. mais elle est, voilà, ça fonctionne très bien. Ok, d'accord. Ouais. Autre chose, pour toi, tu as parlé tout à l'heure des domaines où on cartonnait, où il y avait beaucoup plus d'argent à se faire, et des domaines qui étaient plus chronophages. Pour toi, qui est plus généraliste, je l'ai compris, pourquoi avoir fait le choix justement d'être plus généraliste et de ne pas s'insérer dans un domaine qui fonctionne? Que dans un domaine qui Alors fonctionne. moi, tu vas voir, hein, je suis fiscaliste à la base. Ah, d'accord. C'est le moment où je pars. Hein. Voilà, c'est le moment où je quitte la pièce. Ok, et en fait, j'ai fait mes stages du coup à Paris en fiscalité et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Je veux plaider, quoi. Ok, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas de plaidoyer. Voilà. Ouais, il y a très peu. Je veux plaider, je veux sortir du cabinet, genre rester assise devant l'ordi, voilà, ça me plaisait pas. Oui. Donc c'est pour ça que j'ai fait du contentieux généraliste. D'accord. Après, j'ai fait énormément de choses, hein. Mhm. Aujourd'hui, je suis vraiment sur des matières qui sont droit immobilier, droit du travail, droit de la famille, succession, D'accord. droit des sociétés. Donc D'accord. ça va, c'est vraiment là-dessus Oui. que je bosse. Oui. Et j'essaie au maximum de réduire le droit de la famille Pourquoi? parce qu'en fait, déjà, il y a un gros problème. Je pense que c'est général en France, c'est le manque de magistrats. Oui. Ça devient une Ouais. catastrophe. Oui. C'est-à-dire que même nous, maintenant, en province, Oui, non, ça devient on a compliqué. des magistrats en burn-out, des greffiers en burn-out, Ouais. des audiences sans présence des parties, du coup, parce qu'il n'y a personne. Bien Voilà. Donc, on a des délais qui sont monstrueux, les clients qui sont pas contents. Moi, j'aime pas avoir des clients qui sont pas contents. Et de la facturation qui est décalée. Je trouve que c'est vraiment problématique. Mais tout ça, ce sont des choix politiques. Voilà. C'est-à-dire que clairement, ce sont des choix politiques. Ne me parle pas de ça. On n'est pas la priorité. Non. Ou est-ce qu'on l'a déjà été? Je n'en sais rien. Peut-être que je n'ai pas assez de recul pour en parler. Vraiment dégradé. On n'est pas la j'ai le priorité recul sur 12 ans. Vraiment, moi, j'avais à l'époque, c'était des ONC à 3 mois. Maintenant, c'est 10 mois minimum. Minimum. Et je pense en général, on passe la barrière d'un an très rapidement. À Paris, c'est plus long. Ah oui. Donc, non, ça s'est vraiment dégradé. Oui, c'est des choix politiques. Donc après, bon, voilà, c'est... On n'est pas la priorité. On n'est pas la priorité. Je pense que les Français ne sont pas la priorité du gouvernement. On en reparlera dans une autre vidéo parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais oui. Ça fait que, et en plus depuis le Covid, les gens sont quand même beaucoup plus angoissés. Ça fait qu'en fait le droit de la famille, c'est devenu, enfin je trouve vraiment, moi, la charge mentale. Les clients sont encore plus stressés, encore plus paniqués parce qu'ils ne connaissent pas. Ce n'est pas comme un entrepreneur qui s'est déjà renseigné, qui a déjà effectivement demandé conseil à un avocat, donc qui a cette habitude de cette approche finalement. Quand vous voyez une maman qui se retrouve avec ses 2 enfants sur les bras et qui ne sait pas quoi faire, en fait on joue une vie. C'est leur vie. Et des fois pendant un an, ils n'ont pas de pension alimentaire. Donc les enjeux sont différents. Voilà, et ça, moi, j'en peux plus en fait. J'ai du mal à le. Même moi personnellement, en fait, je suis attristée pour les clients. D'accord. Et voilà, donc j'en fais toujours, bien sûr, parce que bon, il y a des beaux dossiers. Oui, bien sûr. Il y a des clients que j'apprécie énormément. Il y a des belles relations qui se créent. C'est beaucoup alimentaire aussi. Oui. Enfin, je le dis, il faut rentrer de l'argent, quoi, parce que sinon le cabinet ne tourne pas. Et après, je développe aujourd'hui beaucoup plus d'autres matières. Dans les autres matières. Voilà, notamment des sessions de fonds de commerce. Oui, on a une autre cible de clientèle finalement. Voilà, une autre cible de clientèle, du droit immobilier, des expertises, IMO, etc. Intellectuellement, je m'ennuyais aussi beaucoup. Donc là, c'est vraiment sympa. Ça te stimule en fait. Voilà, parce que voilà, je pense que les avocats, on a tous le même mode de fonctionnement. Oui, on est quand même des intellos, donc si on s'ennuie, c'est pas bon. Absolument, oui. Et donc financièrement, c'est plus simple. Une session de fonds de commerce, je sais, enfin c'est compliqué, hein, mais tu rentres les honoraires, sur 3 mois, c'est bouclé, quoi. Un divorce. Oui, ah oui. Voilà. Ne m'en parle pas. Je connais bien. D'accord, ok. S'il y avait une personne qui t'écoutait, si tu avais un message à faire passer,
Parce qu'il y a des gens qui vont te regarder et des personnes qui auront besoin d'avoir un déclic, certainement, qui t'ont certainement déjà vu sur les réseaux sociaux, donc qui attendent aussi de toi que tu leur donnes peut-être une clé, justement. On a parlé de clé au début de notre échange. Quel serait le message quel serait le partage, finalement, l'émotion, parce qu'on a parlé d'émotion au début, que tu aimerais partager avec les personnes qui vont nous regarder? Bah, moi, je leur dirais qu'il faut pas qu'ils aient peur, en fait, qu'ils se lancent. D'accord. Et que s'ils le sentent au fond d'eux, l'intuition, Oui, il faut l'écouter tout c'est le temps. moment. Ouais. D'accord. Faut dire au mental stop, je calme la peur Oui. et je me lance, je me forme, je me fais Oui. accompagner, parce que moi, c'est vrai que je trouvais que c'était dur d'être seule. Mhm. Mais j'attends pas, en fait, parce que ça peut durer une éternité. Oui, Le bon moment, il n'existe pas, en fait. c'est vrai. Donc, il faut écouter son corps. Son corps et son cœur. C'est vraiment bizarre, le Oui, podcast. oui, non, mais c'est ça. Il faut oui. écouter son corps. Non, Oui. non, c'est vrai. Parce qu'il y a des avocats qui se retrouvent en burn-out. Oui. Et là, clairement, c'est une C'est pathologie. irrattrapable. Voilà, Oui. c'est irrattrapable. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je suis pas spécialiste du burn-out, mais Oui. c'est qu'en fait, on ne s'est pas écouté. Oui. On n'a pas écouté ses besoins essentiels. Et le besoin qu'on a On de a d'autres liberté, priorités à ce moment-là. oui. Les finances. Mais en fait, on va toujours la se mettre de carrière. côté. Oui, Nous, les absolument. avocats, encore plus, c'est qu'on est toujours en train de se dire, non, mais on est toujours dans l'urgence, il y a toujours Oui. le client, il faut que je fasse ça pour le client, il faut que je sois dévouée au client. Oui, c'est ça. Et en Votre fait, bien dévoué, non, comme on c'est aime pour le ça dire. que moi, je dis, dans l'organisation de son cabinet, c'est important de savoir déléguer à des moments pour se garder Ok. du temps, pour se dire, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça me convient? Est-ce que je vais pas faire un cours de yoga à la place? Oui, Tu vois, est-ce que je vais pas essayer d'aller marcher mes 15 000 pas? oui. Et voilà, et réfléchir et Ne être jamais dans mon s'oublier. corps. Voilà, parce que sinon, on est beaucoup dans le mental. Oui, c'est vrai. C'est Ouais. vrai. Merci. Ah bah, je t'en prie. Merci infiniment pour ce podcast qui a été merveilleux parce que j'ai appris moi aussi plein de choses. Tu as déconstruit aussi certaines idées que j'avais. Donc, merci à toi. Merci d'être venu de si loin. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Hein. Je voulais que ce soit toi pour répondre à ces questions. Donc, je t'ai choisi. Merci. Voilà. Merci. Comme c'est un rituel, à Ouais. chaque fin d'interview, je demande à c'était ça le carnet. Je me l'invité... suis dit, c'est quoi ce truc? Oui. C'est de la déco. Ce n'est pas l'interro surprise, donc de saisir ce joli stylo et ce carnet pour m'écrire un message. Il y a une page par avocat, donc ne pas être tenté de regarder ce que les autres ont écrit avant. Ah, c'est une page entière. C'est pas une page entière, mais chaque avocat a sa page dédiée. Et je te laisse m'écrire un petit mot que je ne regarderai pas pour l'instant, mais Est-ce qui que je fera décale le l'objet. micro quand même, peut-être? Tu non peux, Ouais, tu peux. hein. Mais je précise quand même que ces mots vont être certainement montrés dans un podcast. Donc attention à ne pas marquer des choses un peu touchy, parce que tout le monde va voir ces mots. Merci beaucoup. Encore merci, je ne cesserai de dire merci et je te souhaite un excellent retour dans le sud de la France avec le soleil. Faire un peu de shopping, je sais pas si je vais avoir le temps. Ah, si, je pense que oui. Je pense que oui. On gardera ça dans la vidéo. Hein. Merci à toi, Elsa. Merci. Merci beaucoup.